Bonsoir, au menu de ce journal des questions de développement. Le président Alpha Condé a reçu en audience le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Il a été question du renforcement de l'axe Conakry-Moscou. La Banque nationale d'investissement accompagne des jeunes entrepreneurs. Elle décide de financer certains projets générateurs de revenus, de l'agriculture aux petites et moyennes entreprises en passant par la pêche. La Guinée, de l'électricité au compte de la célébration de l'an 60. Si aux premières heures de l'indépendance, la pression sociale était moindre, l'héritage énergétique était devenu un défi pour les nouvelles autorités. D'où venons-nous et où en sommes-nous? Grand format de Nabi Kamara à suivre. Bienvenue dans ce journal qu'on ouvre avec cette audience que le président Alpha Condé a accordée au vice-ministre russe des Affaires étrangères. Au menu des échanges, le renforcement et la diversification de la coopération économique entre les deux pays. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. La coopération Guinée-Russie se porte à merveille. Le 4 octobre dernier, la Guinée et la Russie célébraient le 60e anniversaire de leur coopération. Cette forte délégation, conduite par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, porteur de messages du président russe Vladimir Poutine à son frère et ami, le président Alpha Condé, est la preuve manifeste de l'excellence des relations entre les deux pays, des relations marquées par la réalisation de nombreux projets de développement en Guinée. После сегодняшней беседы с господин президентом было даны соответствующие поручения ответственным представителям различных министерств, ведомств по своим направлениям, подготовить конкретные предложения, соображения, как нам осуществлять. Et après les discussions d'aujourd'hui, on va donner des missions, des ordres aux autorités compétentes de notre pays pour mettre en œuvre ce qu'on a décidé aujourd'hui, ce qu'on a discuté dans la sphère économique, dans d'autres sphères de notre coopération. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, qui a introduit cette délégation auprès du chef de l'État, donne plus de précisions sur l'axe de coopération Conakry-Moscou. J'ai été porteur d'un message du président Poutine à notre président, et message de félicitations à l'occasion donc du 60e anniversaire de notre indépendance et du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et la Guinée. Et le président Poutine s'est félicité de la qualité des relations entre nos deux pays et surtout de la visite que le président a effectuée dernièrement à Moscou, visite au cours de laquelle des accords ont été conclus. Et M. Poutine a insisté sur le fait que maintenant il va falloir faire un suivi pour la mise en œuvre de ces accords. Et les deux, le président Alpha Condé et le vice-ministre des Affaires étrangères, ont évoqué aussi la coopération militaire, la coopération économique, la coopération diplomatique. Et ils se sont entendus sur le fait qu'il y a besoin d'avoir de consultations diplomatiques plus régulières et plus intenses, et surtout en ce qui concerne la Libye. Le président Alpha Condé a insisté sur deux points. Premièrement, le fait que le processus doit être entièrement inclusif. Et deuxièmement, le leadership de l'Union africaine doit être reconnu sur ce dossier. Il y a eu des discussions aussi sur la coopération dans le domaine minier, notamment le laboratoire d'analyse de la qualité de la bauxite que la Russie a créé. Donc il a été question de l'opérationnalisation de ce laboratoire et aussi la sécurisation du site Djanjan pour l'exploitation de la bauxite. En guise de rappel, la Russie, à travers l'ex-Union soviétique, a été l'un des tout premiers pays à sauver le jeune État indépendant en 1958. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et le stade du 28 septembre sont entre autres grandes réalisations de la coopération russe en Guinée. Le président Alpha Condé, qui était également cet après-midi à l'hôpital sino-guinéen, il a présenté ses condoléances à la famille de Adja Kamisa Traoré, une militante des premières heures du parti RPG. Le chef de l'État a salué le courage et le combat de cette brave dame, Sanassi Keita. À 72 ans, Adja Kamisa Traoré, militante des premières heures du RPG Arc-en-Ciel, tire sa révérence ce samedi.
13 août 2018 à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie. Le président de la République, Professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, arrive dans cette structure sanitaire de la capitale Conakry pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Parents, amis, proches et collaborateurs de la défunte ont également rehaussé de leur présence cette levée du corps pour lui rendre un dernier hommage mérité. Notre chère regrettée maman, Ayaka Misko Traoré, et qui est là à notre frère Lamine Ouaraba, qui est tout le temps avec nous dans le travail pour servir le président de la République, pour servir la Guinée. Et aujourd'hui, si ce décès intervient, notre devoir, c'est vraiment de venir rester auprès de lui, l'encourager, le soutenir, mais aussi le rassurer qu'il n'a jamais été seul et il ne sera jamais seul. Encore sous le choc de la disparition de sa maman, Mohamed Lamine Sako souligne. Je ne peux que remercier le chef de l'État parce que le mot me dépasse aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très dépassé. La mort de maman, depuis que maman est tombée malade, que le chef de l'État a pris en charge. Et aujourd'hui encore, je dois prendre le corps de maman pour envoyer au village à Cancan. Le chef de l'État est là pour m'accompagner. Ça, je ne fais que le remercier. Je vois maintenant que je me bats pour une personne réellement qui est reconnaissant, qui est le président de la République, professeur Alpha Condé. Je ne peux que lui remercier et remercier son gouvernement et monsieur le directeur national des impôts qui a beaucoup fait pour moi jusqu'à là où je suis. Hadja Kamisa Traoré sera inhumé demain à Cancan, sa ville natale, après la prière de 14 heures. Vers l'âme de la défunte. De nouvelles plus réjouissantes, le président du Conseil national suisse est à Conakry, une visite pour rencontrer les autorités guinéennes dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Guinée et la Suisse. Plusieurs entretiens sont notés dans l'agenda de cette visite pour aborder les questions de développement. Abdoulaye Diallo. À peine atterri sur le sol guinéen, le président du Conseil national de Suisse est accueilli par l'honorable Claude Korikondiano. Dans les échanges, Dominique Debuman réaffirme l'engagement et la détermination de son pays à renforcer la coopération économique, parlementaire et diplomatique avec la Guinée. La Guinée est un pays producteur de matières premières et ces matières premières sont souvent exportées vers la Suisse. C'est le cas de l'or, notamment pour l'affinage. Et ensuite, il y a tout le commerce international qui se discute souvent en Suisse et la Guinée est intéressée à avoir un statut, à être reconnue dans ce domaine et la Suisse veut donc venir à la source, par mon intermédiaire, pour régler un des problèmes internationaux qui est tout à fait important. La Suisse fait partie des pays qui ont tendu la main à notre pays au lendemain de son accession à la souveraineté nationale le 2 octobre 1958. Une vieille relation qu'il faut davantage consolider, précise le président du Parlement guinéen. Je suis très heureux d'accueillir M. le Président aujourd'hui et j'espère que ça va être l'amorce d'une coopération interparlementaire dans le domaine de la diplomatie parlementaire, n'est-ce pas, et que nous allons lancer et peut-être que ceux qui viendront après nous vont continuer à renforcer. Le séjour va durer 48 heures. Au bout du tunnel, la Suisse veut renouer les contacts avec l'Afrique et particulièrement la Guinée. La Banque nationale d'investissement fait ses premiers pas. Elle décide d'accompagner un groupe d'entrepreneurs porteurs d'initiatives. Plusieurs conventions de financement ont été signées à cet effet. Carlos Ousmane Diallo. Pour les jeunes et les femmes, l'avènement de la Banque nationale d'investissement suscite beaucoup d'espoir. Grâce à elle, les initiatives privées de développement économique sont appelées à connaître un essor. À Kaloum, par exemple, de nombreux jeunes qui évoluent dans la pêche artisanale vont pouvoir moderniser et agrandir leur flotte de barques et promouvoir l'entrepreneuriat dans le domaine de la pêche. Les signatures de conventions de financement entre leurs organisations et la BNIG vont leur permettre d'obtenir les ressources nécessaires. À travers l'arrivée de cette banque, nous sommes rassurés, elle nous a accompagnés et c'est très la bienvenue. J'ai fait la promotion du projet de la pêche
en me permettant non seulement d'être mon propre employeur et de créer d'autres emplois aussi à travers la chaîne. Et je m'inscris aussi dans l'initiative du président de la République qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes et de booster les compétences de la jeunesse guinéenne. Donc dans ça aussi, c'est pourquoi j'ai cru à ce qu'il a dit en me permettant de créer le projet de la pêche artisanale. L'autre enjeu pour les jeunes, c'est de pouvoir combattre l'immigration clandestine en développant leurs projets. Avec cette nouvelle opportunité de financement qui s'offre aux jeunes, ils sont à nouveau optimistes et veulent prendre leur destin en main dans la voie de l'entrepreneuriat. C'est une belle initiative que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup parce que ça concerne le développement de la Guinée. Au niveau de la jeunesse, moi qui suis devant vous, je suis allé jusqu'au Maroc. On a essayé, on a fait 3 jours en haute mer. Nous sommes retournés. Donc, ce projet va maintenant me pousser de ne pas aller maintenant me noyer dans l'océan Atlantique. Je lance un appel solennel au niveau de mes amis, que ce soit de l'association ou à tous les Guinéens, diplômés ou pas, sur ce projet, car ça va aller. Pour cette première étape, 21 milliards de francs guinéens sont déboursés pour aider les promoteurs de projets à développer leurs initiatives. 18 projets sont pour l'instant validés. Tous feront l'objet d'un suivi par la BNIG, accompagnée dans ce processus par Afriland First Bank. Contrairement aux autres banques, chaque fois que nous allons financer une entreprise, nous allons prendre une part modeste mais substantielle dans le capital de cette entreprise afin de l'assister. Parce que l'expérience a montré que toutes les entreprises qui ont échoué jusque-là ont échoué parce qu'il n'y avait pas l'accompagnement nécessaire. Notre banque va s'impliquer à donner cette assistance technique à ceux et à celles auxquels nous accorderons notre investissement. Avec la Banque nationale d'investissement, ça va faire le tandem, banque commerciale, banque d'investissement, pour appuyer au niveau de la formation, pour appuyer au niveau du suivi et également pour appuyer au niveau du crédit, afin qu'ensemble on ait des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie ayant tous les outils leur permettant véritablement de changer leur vie, de changer l'environnement et de changer l'Afrique. L'idée est d'accompagner l'entrepreneur et après de le laisser, de le sortir. Donc c'est comme vous prenez un enfant, vous l'aidez à marcher, qui titube, et dès qu'il marche, vous retirez et l'enfant continue ça. Avec pour cible les jeunes porteurs de projets et les femmes entrepreneurs, la BNIG est la dernière née dans le système bancaire du pays. Elle symbolise une étape importante dans la politique de développement de ces deux couches sociales. La Banque nationale d'investissement de Guinée est là pour ceux que les MC2 ont déjà fait grandir. C'est ça que j'appelle les moyens, et là, pour ceux qui sont déjà d'un certain niveau, pour qu'on le porte au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Une femme autonome s'occupe mieux de la famille, et si la famille est mieux traitée, le pays se porte bien. Financer les jeunes, vous le savez mieux que moi, quelqu'un a dit, que laisser les jeunes dans la rue, c'est une bombe à retardement. Donc si le professeur Fakonde a pensé à financer les jeunes, ça veut dire que notre pays va vers la paix et la quiétude. C'est vrai que le président de la République a dit, il a réitéré qu'il dédie son mandat aux femmes et aux jeunes. Cela ne pouvait pas sonner comme des phrases creuses. C'est pourquoi, immédiatement, dans la foulée de sa réélection, et un petit peu avant, il avait commencé à insuffler un dynamisme nouveau aux activités des femmes avec l'accompagnement nécessaire et indispensable de Dr Paul Fokam comme concepteur du système MEFA MC2. La Banque nationale d'investissement de Guinée compte poursuivre cet élan d'accompagnement des jeunes et des femmes de couches sociales au cœur des politiques publiques de développement du pays.
La pêche artisanale, l'État décide de mettre un peu d'ordre dans le secteur. Il lance l'opération d'immatriculation des barques motorisées. On saura désormais combien évolue le long du littoral. La campagne est appuyée par la Banque mondiale qui va mettre plus d'1 milliard de francs guinéens dans le projet. Ansouman Toumani Kamara. Jusque-là, les barques motorisées de la pêche artisanale étaient identifiables seulement à travers les noms attribués par les propriétaires. Aussi, aucune statistique fiable n'était disponible sur ce secteur qui fournit aux ménages guinéens l'essentiel des produits halieutiques. Et cette toute première opération d'immatriculation des embarcations de la pêche artisanale se pose comme une option de réglementation du secteur. Ça nous permet de connaître le parc piroguier, c'est important. Si nous voulons accompagner nos pêcheurs artisans, il faut connaître le nombre. Par ça, nous pourrons donner, comment dirais-je, les gilets de sauvetage. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons par les banques de microcrédit. Là, nous allons maîtriser le nombre exact. Donc, nous remercions la Banque mondiale et vraiment, ils nous ont aidés à faire le travail que nous sommes en train de finaliser aujourd'hui. Sollicité par le gouvernement guinéen, la Banque mondiale, à travers le projet PRAO Guinée, injecte plus d'1 milliard de francs guinéens pour immatriculer 5 719 barques le long du littoral guinéen. Une opération gratuite jusqu'en fin 2018. Passé ce délai, chaque pêcheur prendra en charge ses frais d'immatriculation. Mais au-delà de ça, de l'immatriculation là, il faut dire que c'est un événement nouveau chez nous. Et nous avons amené des plaques qu'on peut utiliser en mer sans que la peinture ne s'enlève. C'est une embarcation qui est à Conakry, mais aussi à Timineta. Le numéro qui est au milieu, ça c'est le numéro d'identification de la barque. Donc c'est un processus qui a commencé depuis 2016 et cette campagne marque quasiment la fin de la phase gratuite. Assurer la sécurité des pêcheurs en mer, respecter les normes internationales de navigation maritime et maîtriser les capacités de pêche sont entre autres avantages de l'immatriculation des embarcations de la pêche artisanale en Guinée. Déjà, les premiers recensements effectués révèlent que 110% des barques en opération de pêche artisanale en Guinée appartiennent aux étrangers. Reportage rendu en studio par Aboubakar Diaby. Pendant ce temps, l'opération de distribution des gilets de sauvetage se poursuit dans les débarcadères. Ce soir, on s'intéresse aux régions de Kankan et Farana. Cette initiative présidentielle vise à sauver des vies au niveau des voies navigables du pays. Diane Yansane, Diamokaba. Souvent négligé par les pêcheurs, le port du gilet de sauvetage peut sauver des vies. Après plusieurs imprudences répétées dans le domaine du transport fluvial, les initiatives présidentielles se multiplient pour renforcer la sécurité des pêcheurs. Pour minimiser les accidents, le président de la République appuie les usagers de la région de Farana. Tout d'abord à Dabola, des gilets de sauvetage sont réceptionnés et distribués aux bénéficiaires. Nous sommes très contents de cet appui. Au nom de tous les pêcheurs de Dabola, nous remercions le professeur Alpha Condé d'avoir pensé à nous pour sauver des vies. De Dabola, direction d'Ingiraï. Ici, des gilets sont mis à la disposition des usagers du fleuve Tenkiso. Le port obligatoire est rappelé pour apporter immédiatement une solution durable au problème de la sécurité dans la navigation fluviale. Cela nous va droit au cœur à partir du moment où, comme vous le savez, ce programme a été initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est une façon de nous aider à sauver la vie humaine de nos populations. Donc c'est une première parce que depuis que nous sommes venus ici, moi je suis préfet, ça fait un peu longtemps, mais c'est la première fois que je vois ces arts de gestes pour accompagner nos pauvres populations. Nous disons vraiment merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous remercions aussi le ministère des Transports et le directeur national de la Marine Mansand. À Farana, les mains sont chargées des gilets de sauvetage destinés à soutenir les pêcheurs qui font la navette entre les rives du fleuve Niger et celles du marigot Mofou. En cette période d'inondation dans le Sankara, le dispositif permet aux pêcheurs et autres usagers de flotter plus facilement en cas de noyade. Nous pensons que les utilisateurs de ces gilets les traiteront dans de très bonnes conditions, pas comme avant. C'est pourquoi nous leur disons que ce n'est pas un gilet pour orner les maisons, mais plutôt les utiliser pour la sauvegarde de leur vie en mer et sur les fleuves.
Nous pensons que le message est très bien compris. Nous pensons qu'ils les utiliseront à bon escient et que ça portera fruit, surtout l'attente du gouvernement de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Le gilet est une question de survie. Sans relâche, la sensibilisation se poursuit. Les consignes sont claires. Cette année, nous avons décidé avec le slogan « Zéro accident en mer », nous aurons souhaité que tous ces usagers puissent se munir de ces gilets de sauvetage. C'est pour éviter les accidents. Et même s'il y a accident, c'est pour que leur vie soit sauvegardée. Parce que ces gilets peuvent leur sauver pendant 3 jours dans l'eau. Donc une fois que ces gilets sont à leur disposition, moi je leur conseillerais spécialement de ne pas les négliger, de ne pas les laisser à la maison. C'est de les porter, c'est pour que leur vie soit sécurisée. Au compte de cette opération annuelle de distribution des gilets de sauvetage dans les régions de Kankan et de Farana, 1200 gilets ont été gratuitement distribués pour la promotion du dispositif du port obligatoire de la brassière de sauvetage. La journée de la jeune fille retourne sur d'autres échos de sa célébration. À Macenta, Plan Guinée a accompagné les associations féminines dans la préparation et la célébration de cette journée. Là aussi, il y a eu un plaidoyer et des engagements au motoré. Avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles, c'est sous ce thème que la 7e journée internationale de la jeune fille a été célébrée à Macenta. Les acteurs de terrain ont saisi cette opportunité pour faire un plaidoyer auprès des autorités afin de vulgariser les textes de loi afférents à la protection de la jeune fille et à la préservation de ses droits. Ce qu'un homme peut faire, la femme aussi est capable de faire. Nous voyons l'ex-président au fait du Libéria, qui était Ellen Johnson, qui était la présidente. C'est pour leur dire juste que tout ce que homme peut faire, femme peut faire. Et tous mes encouragements à la jeune fille de prendre toujours le courage d'étudier, car une femme est bien d'être leader demain. Selon les enquêtes réalisées par les Nations Unies, 132 millions de filles entre 6 et 17 ans ne sont pas scolarisées et 10 millions de filles dans le monde sont mariées avant l'âge de 18 ans. Des chiffres que les initiateurs tentent de réduire d'ici 2030 en vue d'atteindre les objectifs de développement durable ODD. Promouvoir, faire ressortir la situation des jeunes filles et lutter à travers, avec les partenaires, pour réellement lutter contre les travers sociaux qui constituent des barrières aujourd'hui pour la promotion des droits de ces jeunes filles. C'est une journée à encourager, une journée à soutenir et que ça révèle, en fait, ça démontre davantage que la femme peut faire tout ce que l'homme peut faire. Pendant cette journée, des postes de responsabilité ont été occupés par ces jeunes filles leaders. En fin de journée, un match de football a permis aux jeunes de Macenta de briser la barrière entre elles et les jeunes garçons sur un terrain de foot. Vous annoncez hier le lancement de la caravane nationale d'investissement, une mission qui sillonne les régions du pays à la recherche d'opportunités, une initiative du gouvernement appuyée par des partenaires étrangers. Pour ce coup d'envoi, l'honneur est donné à la région de Boké. Algassimoba. L'un des piliers du PNDES 2016-2020 est la transformation économique durable et inclusive. D'où l'initiative de la caravane nationale de l'investissement dans les régions du pays. Elle consiste à présenter la vision du gouvernement en termes de développement du secteur privé local. À Boké, les acteurs échangent sur les opportunités d'investissement dans les régions par filière et les atouts de la réussite du développement de la chaîne des valeurs productives dans tous les secteurs du pays. L'idée de la caravane était de pouvoir se rapprocher des populations, se rapprocher du secteur privé des différentes régions afin de pouvoir valoriser d'abord les opportunités d'investissement dans ces régions, de comprendre réellement les problématiques que ces entrepreneurs rencontrent dans ces régions au niveau du climat des affaires, de leur expliquer aussi les facilités que nous allons mettre à disposition en tant qu'agence de promotion des investissements pour les accompagner. Nous saluons l'initiative. Ensuite, c'est la bonne collaboration que nous demandons. Nous les demandons
puisqu'ils font partir de l'administration, nous faciliter d'abord tenir compte du contenu local, ensuite nous faciliter l'acquisition des documents administratifs. Cette caravane regroupe le secteur privé évoluant dans le domaine de l'industrie. L'occasion est mise à profit pour présenter l'ensemble des réformes effectuées pour améliorer le climat des affaires et le nouveau code des investissements. Un code qui facilite l'investissement, surtout en rase campagne. Nous avons un arsenal légal et réglementaire, mais aussi des instruments et des agences qui sont là pour les soutenir. Donc je pense que ça va être une opportunité pour savoir exactement ce qui existe et comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de tout l'appui que le gouvernement apporte au secteur privé. La Guinée a l'ambition de devenir un pays prospère et émergent. Cette ambition ne pourra être réalisée que par le développement durable et inclusif. Cela veut dire qu'il faut travailler dans les régions, il faut travailler avec le secteur privé et inclure des groupes qui d'habitude n'auraient pas l'opportunité, comme par exemple les jeunes et les femmes. Après ces échanges d'opportunités d'investissement, l'équipe de la caravane s'est rendue dans le district de Denken, à plus de 15 km de la préfecture de Boké. Ici se trouve un vaste champ de riz cultivé par cet amoureux de la terre. Pour faciliter son travail, ce cultivateur prévoit une unité de production de près de 1000 employés. Dans nos prochaines éditions, vous aurez les échos de l'étape d'aujourd'hui, c'est-à-dire la région de Kinya. Puis la mission va mettre le cap sur Mamou. Et puis cette réunion des membres de l'Union des orpailleurs et diamantaires de Guinée, une rencontre pour décider de la restructuration des deux filières. La corporation veut lutter contre l'exploitation anarchique de ces métaux précieux. Mounir Bari, Valérie Talimane. Ils sont membres de l'Union nationale des diamantaires et orpailleurs de Guinée. Ils partagent la même préoccupation, la baisse de la production dans leur secteur. Pour une relance tous azimuts, ces exploitants de la pierre précieuse se concertent. Les voies et moyens sont explorés pour booster l'activité de la corporation. C'est un secteur qui a beaucoup de millions de personnes qui nourrissent là-bas. Donc si on s'est organisé bien, c'est le secteur-là qui développe le pays en devise. On a eu la solution pour faire les parcelles maintenant pour les populations. Cette année, avec l'étude de M. professeur Alpha Condé, qui est en train de nous aider, qui est en train de nous développer. Les parcelles que nous avons, on a travaillé plusieurs fois, on ne trouve rien. Par an, on peut utiliser plusieurs milliards dans les parcelles et on ne trouve rien. Alors, ils sont impatients. Les plaintes à l'endroit de Inador sont beaucoup. La formation aussi de la jeunesse au niveau des artisanats, ça manque. Face à l'exploitation anarchique des sites diamantifères, pour la corporation, le temps de la restructuration a sonné. Le défi étant de favoriser, entre autres, le développement local et la promotion de l'emploi juvénile. Pour organiser le secteur, les exploitants artisanaux comptent sur l'implication des autorités afin d'augmenter la productivité qui baisse d'année en année. Je vais vous dire que la Guinée est l'un des pays ou le premier pays en Afrique à avoir initié l'exploitation artisanale du diamant depuis les années 56. C'est pour autant vous dire que votre contribution à l'économie nationale pré-indépendance et à l'économie nationale de la Guinée indépendante depuis le SNED jusqu'à nos jours est non négligeable. Durant la rencontre, plusieurs inquiétudes ont été soulevées, notamment le manque de sites d'exploitation propices, de formation, l'immigration, la faiblesse de revenus et les contraintes environnementales. Au nombre des recommandations figure l'organisation imminente d'une journée nationale des diamantaires. Santé, beaucoup d'efforts déployés sur le terrain pour renforcer de façon générale la lutte contre la mortalité maternelle. C'est dans ce contexte que s'ouvre la campagne nationale de planification familiale. Elle est organisée en amont d'une journée sur la même thématique. Le point avec Yaya Silla. Ces femmes et filles en âge de procréer sont venues des 5 communes de Conakry.
Elle participe aux côtés des responsables sectoriels de la santé, de l'action sociale et de la jeunesse à la campagne officielle d'offre de services gratuits de la planification familiale. L'opération a pour but de sensibiliser la population sur l'importance de l'espacement des naissances. L'initiative est du ministère de la Santé en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population. La planification familiale permet d'éviter des grossesses précoces et ou non désirées, source d'avortements non sécurisés, conduisant à leur tour malheureusement à la mort. De plus, une taille de la famille maîtrisée avec des naissances bien espacées permet d'une part aux parents de trouver le temps de s'adonner aux activités génératrices de revenus, donc de création de richesses pour la famille et d'autre part une bonne prise en charge sanitaire et économique des enfants. La Guinée est l'un des pays où la prévalence en contraception est encore faible selon les spécialistes de la planification familiale. Elle se situe entre 7 et 8% malgré les efforts du gouvernement. Un défi que compte relever le département de la santé avec l'appui des partenaires. Les actions visées, on peut citer comme exemple la mise en œuvre, la gratuité des soins obstétricaux dans tout le pays avec des mesures d'accompagnement. La prise en charge intégrée des maladies de l'enfance et du nouveau-né. La prise en charge des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. La mise en œuvre des méthodes de planification familiale de longue durée d'action. Chose qui nous réunit très massivement en ce jour solennel. Pendant 15 jours, les professionnels de santé vont offrir gratuitement aux femmes et aux filles des produits de contraception. Elles bénéficieront également de conseils sur l'importance des méthodes contraceptives pour une naissance contrôlée. Retour à Bokeh, le village de Konia plus précisément, une localité confrontée à quelques problèmes de couverture sanitaire. Heureusement, une association qui évolue dans l'humanitaire vient d'y organiser des consultations gratuites et dons de médicaments. L'idée, c'est d'appuyer les efforts du gouvernement dans la réduction de la mortalité maternelle. Abdoulaziz Baldé. L'événement est annuel et mobilise des centaines de personnes venues pour une consultation médicale gratuite ici à Konia, un district situé à 20 km de Bokéville. Pendant une journée riche en activités, soins et médicaments sont offerts aux patients. Une quatrième initiative du genre dans cette localité. Nous sommes complets de joie parce que cette ONG n'est pas à sa première contribution au niveau de ma préfecture. Chaque année, c'est la 4e année qu'ils sont en train de le faire. Et chaque fois, vraiment, les échos qui nous parviennent après l'activité, la population est très contente. L'événement d'aujourd'hui mobilise la majorité des femmes et des enfants. Après l'examen de plusieurs patients, aucun cas grave n'a été notifié. Aujourd'hui, l'engouement est vraiment très fort et la population est sortie massivement pour répondre à l'appel de cette ONG qui a eu vraiment l'amabilité de faire une consultation gratuite et de distribuer les médicaments. Cet appui humanitaire est un programme de l'ONG Nandoukadi. Sa mission est d'accompagner le ministère de la Santé pour l'éradication des pathologies dans les communautés vulnérables. La population est vraiment nécessiteuse et qu'elle a besoin d'aide. Nous sommes là dans ce cadre pour les apporter un appui. Surtout que l'objectif de l'ONG, c'est médico-social. Et surtout, nous nous occupons du cadre médical de ces enfants. Créée depuis 2014, cette organisation entend poursuivre ses actions dans plusieurs préfectures du pays. La campagne de lutte contre le paludisme, une ONG locale vient de procéder à l'assainissement de certaines places publiques de Koya. L'opération est menée conjointement à une formation à l'intention de certains jeunes sur les mesures de prévention. Falilou Diallo. L'opération est baptisée lutte à outrance contre le paludisme. Armés de pelles, râteaux, de brouettes et de pulvérisateurs, ces agents de protection sanitaire vont en guerre contre l'anophèle femelle, principal agent causal du paludisme.
Il y a beaucoup de maladies parasitaires, il y a beaucoup d'autres pathologies que nous connaissons en République de Guinée, mais le paludisme cause beaucoup plus de dégâts, surtout chez les populations vulnérables. Entendez les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans. Alors, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes investis dans cette lutte préventive. Il y a la lutte curative, certes, mais qui n'apporte pas beaucoup de solutions compte tenu du fait que beaucoup de personnes n'ont pas facilement accès aux services de santé. Alors la lutte préventive, nous estimons que c'est la meilleure approche. Au lieu d'apporter une solution quand la maladie s'est déjà installée, nous estimons qu'il est mieux de faire en sorte qu'il n'y ait pas de maladie. Avant cette opération d'assainissement, ces agents ont été formés en technique de détection des gîtes larvaires, une manière de lutter efficacement contre les maladies tropicales. L'anophèle femelle, les gens disent que le paludisme c'est le saleté, c'est pas ça. L'anophèle femelle c'est un insecte qui aime la propriété, il est très propre. Mais il y a des flaques d'eau, après la saison pluvieuse, qui sont stagnées ici, sur des boîtes de pétri que vous voyez. L'anophèle femelle peut pondre ici 250 œufs, voire même 300 œufs dans ces pots-là. Ce sont ces œufs-là qui se transforment en larves. Au stade larvaire, ils deviennent adultes. Et quand ils sont adultes, ils deviennent des millions et des millions de moustiques qui se propagent dans la nature et attaquent la population. Un tremplin pour les populations de Bentouraya qui voient en cette association un partenaire dans la lutte pour améliorer leurs conditions sanitaires. Une fois qu'elle a vu nos images sur les réseaux sociaux, ils sont venus nous appuyer. La première fois, c'est de former d'abord nos jeunes, comment éviter, comment sensibiliser la population et comment organiser les vrais dépotoirs afin de les envoyer dans les décharges. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, chaque mois, la quinzaine du mois, la population est mobilisée dans tous mes 4 secteurs pour pouvoir vraiment assainir le secteur. La population a déjà pris cette habitude. Créé en 2014, Palbegui évolue aussi dans le domaine de sensibilisation, de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais aussi dans la gestion des ordures. À présent, notre rubrique en 60. Si la Guinée a le courant aujourd'hui, il faut reconnaître que le parcours du pays dans ce domaine précis n'a pas toujours été rose. L'héritage était lourd à porter. La Troisième République, par exemple, a hérité d'un état électrique défaillant, à peine 120 MW dans l'ensemble. Il y avait pourtant des barrages hydroélectriques. Que sont-ils devenus? Pourquoi n'ont-ils pas pu assurer la couverture nationale? 60 ans de combat pour l'autonomie énergétique de 1959 à maintenant. C'est avec Nabi Kamara. On le sait, l'énergie est fondamentale dans le développement d'un pays. Et dans ce domaine, la Guinée peut espérer avoir son potentiel hydroélectrique diversifié. À l'indépendance en 1958, le pays n'avait qu'un seul barrage, les grandes chutes à Kindia d'une capacité de 27 MW. Un barrage exclusivement destiné à l'éclairage de la ville de Conakry, la capitale. En partant, il a détruit un certain nombre d'équipements, d'ouvrages de développement, de production. On ne pouvait compter que sur Grande Chute, qui était vraiment un seul ouvrage qui était construit et maintenu pour Conakry. Et là, il n'y avait que 2 groupes de 5 MVA. Maintenant, à l'intérieur du pays, comme dans les villes comme Kindia, Kankan, Labé et un certain nombre de villes, il y avait des petits groupes de diesel thermique. À l'avènement de la Deuxième République, les nouvelles autorités du pays vont aussi s'atteler à combler le déficit par l'amélioration des capacités de production. L'entretien et la réparation des groupes thermiques à la centrale de Tombo et le remplacement des équipements vétustes au niveau des centrales électriques à l'intérieur du pays sont lancés avant la construction en 1997 du barrage hydroélectrique de Garatiri. De 1958 à 2010, en thermique et en hydraulique, la Guinée avait moins de 250 MW de productibles. Conakry, la capitale, est dans l'obscurité. Professeur Alpha Condé engage une course effrénée contre la montre. Les équipements et ouvrages hydroélectriques existants sont d'abord réhabilités avant d'entamer la construction du barrage de tous les défis, le barrage hydroélectrique de Kaleta. Sa capacité installée est de 240 MW. La Deuxième République a amélioré Grande Chute, il l'a porté à 27 MW.
Et la Première République a fait Tenkiso, King Kong et Banéa. Disons que la Première et la Deuxième République, avant l'arrivée du professeur Alpha Condé, il y avait à peu près en thermique comme en hydraulique, il n'y avait pas plus de 240 mégawatts. Et de ces 240 mégawatts, il y avait moins de 100 mégawatts qui étaient véritablement productifs. Quand le président de la République, le professeur Alpha Condé, a été élu en 2010, à sa prise de fonction, immédiatement, il a réuni les cadres d'alors autour de lui pour que chacun se définisse. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour pouvoir donner le courant électrique, sortir Conakry de l'obscurité? Plusieurs propositions sont venues, des propositions d'urgence, les propositions de réhabilitation des centrales, la construction de d'autres centrales. L'option, il a retenu de faire 100 MW immédiatement pour sortir Conakry de l'obscurité, améliorer le temps d'éclairage de la ville de Conakry. C'est ainsi que le président s'est orienté vers l'hydroélectricité. Caleta était déjà étudié, mais dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Alors Caleta étudié par l'OMVG, que faut-il faire? L'accord des pays, des 4 pays qui composent l'OMVG, était en difficulté pour trouver le financement qu'il faut. Le président de la République a décidé de faire Caleta tout de suite, maintenant, tout en maintenant son rôle intégrateur sous-régional. C'est ainsi qu'il a demandé à ses pairs de réaliser Caleta, et une partie de cette énergie sera fournie aux autres pays. Pour soutenir les efforts déployés, la réalisation d'autres projets est engagée pour permettre à la Guinée de sortir définitivement de l'obscurité. Une tâche d'Hercule, mais la volonté politique affichée surmonte les plus grands défis. On continue la réhabilitation pour diminuer les pertes techniques. Parce que le coût de l'énergie, tout le monde dit c'est cher, on gaspille beaucoup d'énergie en Guinée. Il faut améliorer le réseau. Il faut recenser, connaître qui est consommateur, qui n'est pas consommateur, qui est consommateur légal, qui n'est pas consommateur légal. Nous parlons d'un potentiel de 6 000 MW. Nous avons fait l'inventaire de ces 6 000 de sites qui peuvent donner ces 6 000 MW. Nous avons trouvé 6 233 MW aujourd'hui inventoriés à travers 309 sites aménageables. Aujourd'hui, on en a plus d'une dizaine d'études déjà effectuées. Il suffit de trouver les financements seulement pour réaliser ces barrages-là. Et ça part des picots centrales aux micro-centrales jusqu'aux grandes centrales telles que Swapiti. À ce jour, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique a inventorié, identifié et codifié 309 sites hydroélectriques à travers le pays. Il a élaboré dans ce sens un atlas pour faciliter la tâche aux investisseurs. En attendant, les projets d'interconnexion lancés par le gouvernement sont en marche. Il s'agit notamment de ceux de l'OMVG et de la CEDEAO. D'ici fin 2020, le nombre d'abonnés devrait se multiplier dans le pays. La Guinée aura gagné le pari de l'énergie en exportant l'électricité. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain, vous serez avec une autre équipe. Les éditions de la matinée seront assurées par Hassan Hilal Silla. Et le soir, pour le journal complet, vous serez avec Maferan Camara. Bonsoir.